L'UE présente un plan de paix, mais les véritables surprises se cachent dans les détails. La première impression est trompeuse. Ce qu'on nous vend ici comme une initiative pour la paix est en réalité un grand écart géopolitique entre hypocrisie et autodestruction. Ce nouveau plan en 28 points, présenté comme un tournant décisif, se révèle à l'examen comme une manœuvre tactique, un effort désespéré pour reprendre la main sur le scénario ukrainien. Et au cœur de cette manœuvre, 3 surprises majeures surgissent, des surprises qui changent la donne. Des surprises si fortes qu'elles ont même provoqué une réaction virulente de la part de Vladimir Poutine. Salutations à ceux qui, en entendant plan de paix, ne pensent pas immédiatement. L'UE présente un plan de paix, mais les véritables surprises se cachent dans les détails. La première impression est trompeuse. Ce qu'on nous vend ici comme une initiative pour la paix est en réalité un grand écart géopolitique entre hypocrisie et autodestruction. Ce nouveau plan en 28 points, présenté comme un tournant décisif, se révèle à l'examen comme une manœuvre tactique, un effort désespéré pour reprendre la main sur le scénario ukrainien. Et au cœur de cette manœuvre, 3 surprises majeures surgissent, des surprises qui changent la donne. Des surprises si fortes qu'elles ont même provoqué une réaction virulente de la part de Vladimir Poutine. Salutations à ceux qui, en entendant plan de paix, ne pensent pas immédiatement à des convois d'armes. Car que propose vraiment ce plan? Le point 2, et c'est déjà un choc, un accord de non-agression globale entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN. Oui, vous avez bien lu. Tandis que les États-Unis, dans leur propre proposition, évitaient d'impliquer pleinement l'OTAN, Bruxelles fonce tête baissée, l'OTAN devient garant officiel d'un accord avec Moscou. Que cela signifie-t-il? L'UE veut ravir aux Américains leur monopole de pouvoir. Plus de portes dérobées pour Washington, plus de diplomatie dans l'ombre. Sur le papier, cela semble prometteur, jusqu'à ce qu'on découvre le prochain détail glacial. Car tandis que les États-Unis excluent explicitement toute adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, l'Union européenne, elle, botte en touche. Le point 7 évoque seulement que l'entrée de Kiev dépendra d'un consensus, autrement dit de quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle. Résultat, la porte reste grande ouverte à l'escalade, au malentendu, à de nouvelles lignes de fracture. Pourquoi ? Parce qu'on laisse volontairement une bombe politique à retardement. Parce qu'on sait que c'est l'un des points les plus sensibles pour la Russie, et qu'on joue avec sciemment. Ce n'est pas une erreur, c'est un calcul froidement stratégique. Et le point 8 pousse l'audace encore plus loin, aucune présence permanente de troupes de l'OTAN en Ukraine, mais uniquement en temps de paix. Concrètement, cela veut dire que l'OTAN se réserve le droit d'intervenir militairement en cas de reprise des hostilités. Officiellement, noir sur blanc. Ce n'est donc pas un refus de troupes occidentales, juste un report dans le calendrier, une stratégie de guerre à effet différé. Ainsi, Bruxelles s'octroie d'avance la justification morale pour déclarer un jour « Poutine a violé l'accord. Nous avons le droit d'intervenir ». C'est hautement inflammable. Ce n'est pas de la diplomatie de paix, c'est de la pyromanie géopolitique. Mais ce n'est pas tout. L'une des plus amères et honteuses surprises se trouve au point 13, la Russie doit cesser immédiatement les combats, entamer la coopération. Mais les sanctions, elles ne seront levées que progressivement au cas par cas. En clair, Moscou doit livrer des concessions. Et l'UE, elle verra plus tard si elle daigne rendre l'appareil. Difficile de faire plus déséquilibré. D'autant plus quand on sait que les États-Unis, de leur côté, ont déjà annoncé la levée immédiate de toutes les sanctions en cas d'accord pétrole-gaz-commerce, collaboration totale. Et pendant ce temps, l'Europe tergiverse, doute, s'auto-sabote. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'automutilation à l'européenne. Et voici le point où tout observateur honnête est obligé de se demander mais qu'est-ce qui cloche ici au juste ?
Le point 20 stipule que l'Ukraine doit adopter les règles européennes en matière de tolérance religieuse et de protection des minorités linguistiques. Noble intention sans doute. Mais le plus révélateur, c'est ce qui manque, la dénazification. Un objectif clair dans le plan américain, totalement absent du plan européen. Disparu, rayé de la carte, et cela dans un pays où les symboles nazis ne sont pas de simples exceptions, mais font partie du quotidien de certains bataillons. Cette même Union européenne si prompte à dégainer la carte nazie à la moindre occasion en Allemagne, détourne ici pudiquement le regard, parce que cela ne cadre pas avec la narration politique. Pathétique. Et la suite est encore plus sidérante. Le point 21 précise que l'Ukraine ne pourra pas reconquérir de nouveaux territoires, en théorie pour respecter l'intégrité territoriale, mais en même temps, aucun transfert officiel de terre à la Russie ne sera acté. C'est la troisième grande surprise. Là où les États-Unis affirmaient clairement le Donbass, revient à la Russie, l'UE choisit de temporiser. Rien ne bouge statu quo, et un jour peut-être on négociera. Mais avec qui ? Avec Zelensky qui s'accroche à son siège comme un naufragé à sa dernière bouée. La règle des 100 jours pour convoquer de nouvelles élections évaporées. On parle maintenant de dès que possible. Autrement dit, jamais. Et qu'en est-il de la réaction de la Russie ? Une chose est sûre, Poutine a décortiqué tout cela avec la plus grande attention. Selon CBS, le chef du Kremlin est désormais convaincu que la région du Donbass reviendra tôt ou tard à la Russie, que ce soit par la voie diplomatique ou par des faits accomplis sur le champ de bataille. Et vu les succès russes dans des villes stratégiques comme Rogovsk, véritable carrefour logistique dans l'est de l'Ukraine, il a toutes les raisons d'y croire. En d'autres termes, le plan de l'UE passe totalement à côté de la réalité sur le terrain. Et ce n'est pas une supposition, c'est une citation directe d'un haut responsable américain relayé par CBS. Petite parenthèse. Mais crucial si tu penses encore que l'État viendra te protéger lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul, et sans plan solide, tu seras balayé. C'est précisément pour cela que nous avons mis au point notre système de préparation aux crises. Un cours complet étape par étape qui te permet de protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et soyons clairs, en 2025, ignorer cela serait l'une des plus grosses erreurs de ta vie. Regardons maintenant ce qui se trame réellement en coulisses derrière ce soi-disant plan de paix. Car celui qui croit que Bruxelles agit soudainement par pure bonté pacifiste croit probablement aussi au Père Noël, muni d'un passeport européen. Il ne s'agit pas ici de paix, il s'agit de pouvoir. Il s'agit de savoir qui fixera les règles du jeu lorsqu'un jour peut-être les armes se tairont en Ukraine. Et c'est exactement pour cela que la réaction de Poutine est si virulente, parce qu'il comprend que l'UE ne cherche pas réellement à mettre fin à la guerre. Elle veut en garder le contrôle politique. Elle veut maintenir la pression sur la Russie tout en se donnant le beau rôle de vainqueur moral, une stratégie risquée que Bruxelles poursuit à ses risques et périls. Prenons un exemple concret, le point 14. La reconstruction de l'Ukraine doit, je cite, être financée entre autres par les avoirs d'États russes gelés. En clair, on parle d'une expropriation pure et simple de la Russie avant même qu'un quelconque accord de paix ne soit signé. Aucun État de droit digne de ce nom n'accepterait une telle démarche. Mais Bruxelles, elle fonce. Et ce n'est que le début. Dans leur proposition, les États-Unis avaient encore prévu 100 milliards d'euros d'aide occidentale pour la reconstruction. L'UE, elle supprime tout bonnement cette ligne, donc on exproprie d'abord et ensuite on refuse de mettre la main à la poche. Une diplomatie digne d'un vide-grenier.
Et qu'en est-il des fameuses structures de sécurité commune dont on nous parle sans cesse? Là aussi, c'est l'apothéose du cynisme. Le point 15 stipule que l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et les États européens doivent surveiller ensemble l'application de l'accord. Sur le papier, cela paraît équilibré. En réalité, c'est tout, sauf équitable. Car pendant que la Russie est désignée comme l'agresseur officiel, ce sont précisément les pays qui ont alimenté le conflit pendant des années, à coups de livraison d'armes, qui devraient aujourd'hui superviser le processus. Cette même Union européenne qui a systématiquement rejeté chaque proposition de paix venue de Moscou prétend désormais jouer les arbitres. On en rirait presque, si ce n'était pas aussi tragique. Et qu'en est-il de l'amnistie? Les Américains la réclament pour toutes les parties impliquées afin de vraiment tourner la page. Mais l'UE, elle garde le silence. Pas d'amnistie, pas de pardon, aucun redémarrage. L'objectif? Garder une porte ouverte pour juger Poutine après le conflit et au besoin en profiter pour faire tomber quelques oligarques ukrainiens si cela devient politiquement utile. Traduction brute. Cela signifie que la guerre doit continuer, non plus avec des armes, mais par des moyens politiques, même lorsque le silence régnera déjà sur les champs de bataille. Et c'est précisément pour cela que la Russie ne signera jamais un tel accord. Passons maintenant à la partie que les médias allemands passent totalement sous silence, l'absurdité économique du plan européen. L'Ukraine doit, je cite, bénéficier d'un accès préférentiel et temporaire au marché de l'UE. Et quiconque connaît un tant soit peu Bruxelles sait ce que cela signifie. Temporaire, dans la novlangue européenne, veut dire définitif. L'Ukraine obtient un accès à nos marchés, à nos subventions, à nos règles, sans être membre officiel, sans respecter les critères d'adhésion, sans garantir les standards démocratiques de base. Nous intégrons de fait un pays gangrené par la corruption, doté d'un appareil médiatique répressif et dirigé par un président sans véritable mandat électoral. Et en plus, c'est à nous de payer pour ça. Complètement délirant. Et là, on retrouve le vieux réflexe bien connu, dès qu'il s'agit de contrer la Russie, tout devient soudainement permis. Les règles. On s'en moque. Les traités. On les interprète comme bon nous semble. L'objectif, faire perdre Poutine. Mais que se passera-t-il si le contraire se produit? Si Poutine ne perd pas mais continue d'avancer, comme c'est actuellement le cas à Rogovsk et dans d'autres zones frontalières, l'Europe se retrouvera alors avec un plan que personne ne mettra en œuvre, que personne ne financera, et qui coûtera pourtant des milliards. Et c'est précisément pour cette raison que même les analystes les plus modérés commencent à s'interroger: peut-on encore parler de diplomatie? Ou s'agit-il déjà d'un acte de sabotage contre notre propre continent? Et maintenant, la question essentielle, quelle est la réaction de Vladimir Poutine face à ce plan? Selon des sources officielles américaines, Poutine est convaincu que le Donbass reviendra à la Russie d'une manière ou d'une autre, soit par la voie des négociations, soit par la force des faits militaires. Et cette conviction n'est pas sortie de nulle part. Car pendant que l'UE rédige encore des projets de paix, la Russie, elle construit du concret. Du concret sur le terrain. Du concret avec des lignes de ravitaillement, des infrastructures, du contrôle territorial. Et c'est bien là le véritable scandale. Bruxelles refuse de voir que la réalité militaire ne correspond plus du tout à ces jolis scénarios diplomatiques. Et que fait Friedrich Merz, le nouveau chancelier? Rien. Silence total sur le plan de l'UE, silence absolu sur ses conséquences économiques pour l'Allemagne. Mais dès qu'il s'agit de toilettes inclusives au Bundestag ou de la dernière action climatique à la mode, tous les micros sont soudainement occupés.
Bienvenue. Dans la réalité politique de 2025, la guerre en Ukraine n'est plus qu'un théâtre secondaire dans une Union européenne aveuglée par son idéologie qui parle sans cesse de valeurs, tout en agissant de manière totalement aveugle sur le plan géopolitique. Et pendant ce temps-là,